développeur, vous avez une grande responsabilité. Les données que vous manipulez, il va falloir garantir qu'elles soient intègres, qu'elles soient cohérentes entre elles et qu'elles persistent dans la durée pour les entreprises. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc vos applications qui vont manipuler toutes ces données, quand elles vont arriver au niveau de l'entreprise, elles sont extrêmement capitales également. C'est-à-dire qu'il va falloir leur apporter des niveaux de performance, de disponibilité et de sécurité. Aujourd'hui, une entreprise est en train d'attendre de la part de ces applications. Ces applications sont les vrais moteurs de l'entreprise, et donc à ce titre, il faut qu'elles s'appoussent à ces préceptes. Alors, le sujet est que vous ne pouvez pas, bien évidemment, maîtriser toutes les technologies. Déjà, les développements, les langages, les solutions, tout ce qu'on a vu au préalable avec Bob, ça devient très complexe. Et il va falloir de grandes expertises aujourd'hui pour arriver à aller dans le fin fond de toutes ces technologies. Et on ne peut pas vous demander en plus d'être des experts des bases de données. Donc, pas d'inquiétude, on a fait quelque chose pour vous. On a sorti Oracle Autonomous Database. Cette solution-là, elle repose sur 40 ans d'innovation au niveau de la gestion des données. Ça peut paraître beaucoup, à l'échelle un petit peu de votre vie de développeur, mais globalement, c'est aussi des évolutions qui ont été nécessaires pour les entreprises pour garantir la pérennité de leurs solutions. Donc qu'est-ce qu'on va avoir avec ça? On va avoir la capacité justement de gérer tout type de traitement, que ce soit du transactionnel lourd, que ce soit du décisionnel, que ce soit des solutions hybrides avec du décisionnel sur du transactionnel, que ce soit de l'IoT, du graph, des documents, etc., etc. Vous avez une solution qui vous permet d'adresser tout type d'application. On vous fournit la base de données dans sa totalité. Toutes les fonctionnalités, que ce soit des choses assez sophistiquées comme la gestion du multitenant, comme la compression, comme le in-memory, etc., etc. Tout ça est intégré dans le système. Et en plus, on vous garantit la portabilité de votre code, quel que soit l'environnement sur lequel vous allez fonctionner. Alors Autonomous, c'est vraiment une révolution au niveau de la gestion des données. Qu'est-ce que vous allez retrouver comme concept autour d'Autonomous? Globalement, ce système-là, ça fonctionne sur un trépied. Donc c'est self-driving, ça fonctionne tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ça se sécurise tout seul. Donc s'il y a des problèmes d'accès, s'il y a des problèmes, on chiffre pour vous, etc., etc. Et ça se répare tout seul. Si vous avez un serveur qui tombe, ne vous inquiétez pas, le système reprend automatiquement, ne vous en occupez pas. Alors qu'est-ce que c'est que Autonomous Database? C'est trois choses. La combinaison d'une infrastructure qui est redondée et qui est la meilleure infrastructure sur laquelle on peut faire fonctionner une base Oracle. Ça s'appelle les Exadata. C'est une plateforme, une appliance spécialement designée pour optimiser un petit peu l'usage de ces bases de données. C'est la base de données en elle-même, totalement automatisée, et sur une plateforme qui est dans le cloud, Oracle, une plateforme de machine learning qui va vous permettre de piloter justement cette base de données. Donc ça, c'est vraiment le service fourni par Autonomous, et c'est indissociable. Ça ne fonctionne pas dans un autre cloud, ça ne fonctionne pas sur une plateforme on-premise, c'est vraiment un service fourni. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Globalement, tout un tas de choses qui sont allouées au DBA, donc qui sont allouées à vous quand vous développez. C'est de se poser la question, il faut que ma base de données elle soit patchée, elle soit à niveau, il faut qu'elle soit sécurisée, il faut qu'elle soit disponible à tout moment, surtout quand ça va aller en production, qu'on va pouvoir l'optimiser, ça c'est toutes les options de tuning, bien évidemment, et puis la sauvegarde, la stabilité des performances, tout ça c'est pris en compte par Autonomous. Vous n'avez plus rien à faire, et la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous concentrer effectivement sur votre code. On peut imaginer là, vous avez un DBA
assis à côté de vous, sur votre épaule, et qui s'occupe de tout pour la gestion des données. Alors, je vais vous parler juste d'une nouveauté qui va arriver avec la 19C, c'est Automatic Indexing. C'est quelque chose de vraiment nouveau et qui va vous permettre justement encore en plus de vous laisser piloter par cette base de données. Globalement, le système va tout le temps analyser qu'est-ce qui se passe au niveau de l'usage des données qui est fait. Et en fonction de ça, il va pouvoir créer des index, il va les tester, il va regarder si c'est valable ou pas dans le cadre de vos applications. Et si ce n'est pas valable, eh ben, c'est pas grave, il va les détruire et il va y réutiliser l'ancienne solution. Et si c'est valable, bien évidemment, il va utiliser les index créés. Et ça, on l'a testé, on l'a validé. On l'a validé avec une grosse application qui s'appelle NetSuite, qui est une application Oracle, en fait, qui est un ERP, qui a été développé depuis une bonne dizaine d'années. Et cette application-là, avec beaucoup de développeurs, une expertise pointue sur les bases de données, eh bien, on arrive à des niveaux de performance, voilà, entre du modèle on-premise et du modèle autonomous qui sont sensiblement identiques. Par contre, la différence, c'est que les experts, ils ont généré plus de 8000 index, et le système, lui, en a généré que 1700. Tout ça pour un même niveau de performance. Donc en termes d'évolution, de maintenance, etc., c'est quand même aussi un bénéfice pour les développeurs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Loïc. Globalement, si je veux utiliser un service, il va falloir que effectivement je provisionne mon service Autonomous, et puis on va regarder comment on va peut-être se connecter au travers, et puis peut-être un peu montrer les quelques consoles ou quelques éléments qui sont intéressants pour utiliser Autonomous. On rentre dedans. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Très bien. Ce que je vous propose déjà, c'est de passer en full screen. Il n'y a aucun rien. Ici. Et c'est parti. Première question pour l'auditoire. Qui s'est déjà connecté au cloud Oracle? Ok, donc ça va être très intéressant pour vous. Alors, c'est parti. Donc, Oracle Cloud Infrastructure, c'est le cloud de deuxième génération d'Oracle qui a été créé il y a à peu près 3 ans, qui est déployé dans plusieurs régions, donc 3 data centers à chaque fois, et qui se présente comme suit. Donc, un panel de services disponibles. Comme Bob l'a expliqué, une grande majorité des technologies utilisées sont open source, et donc sont compatibles par rapport à un nombre assez impressionnant de standards open source, notamment guidés par CNCF, mais pas que. Si on va dans le menu sur les bases de données autonomes, vous allez voir qu'on a simplifié grandement la chose, c'est-à-dire le provisioning va être très succinct. Si je veux créer une base de données autonome, j'ai que quelques renseignements à saisir, à savoir le type. Donc aujourd'hui on a 2 types, data warehousing et transactionnel. Le transactionnel fait en fait tous les types de workload. Donc si on veut être spécifique, avoir des automatisations, des optimisations automatisées pour le data warehousing, on va plutôt choisir le data warehouse, bien sûr. Donc là, je vais prendre transactionnel processing. Je choisis le compartiment dans le niveau du cloud. C'est une manière de ranger toutes mes ressources. Je vais lui donner un nom. Donc je vais mettre Alain, par exemple. Pour toi? Très bien. Donc ça, c'est pour le nom du service. La database, je peux l'appeler comme je veux, par exemple ORCL. Je lui spécifie le nombre de cœurs dont je vais avoir besoin, jusqu'à 128 aujourd'hui. Et puis le nombre de teraoctets. Donc je vais prendre 3 par exemple. Je peux monter aussi jusqu'à 128. Je spécifie un mot de passe assez complexe pour le niveau de sécurité requis. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi mon mode de licensing. En gros, est-ce que j'apporte mes licences que j'ai on-premise, ou est-ce que je passe en souscription complète 100% cloud. Et je n'ai plus qu'à créer le service qui va prendre quelques minutes. Mais plutôt que de le faire via la console, je propose plus une approche orientée continuous intégration et de passer directement à l'utilisation sur les API REST qu'on a à disposition dans le cloud Oracle, en utilisant tout simplement Terraform. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens parmi vous utilisent Terraform. Bien.
plein de nouveautés. Donc Terraform Plan, donc j'ai défini au travers de fichiers de définition de ressources, ici, ce que je veux en termes de déploiement. Donc je peux provisionner toutes les ressources, que ce soit du réseau, que ce soit des règles de sécurité, que ce soit des firewalls, que ce soit des VM, des bare metal servers, des autonomous databases, des DB systems, etc. Je peux le faire programmatiquement. On est vraiment sur une approche infra-as-code. Et Christophe Pivot tout à l'heure vous en dire un petit peu plus sur le sujet. Donc une fois qu'on a fait le plan pour vérifier que tout ce qui allait se faire était correct, j'ai plus qu'à appliquer. Donc j'applique le déploiement de ma configuration. On va saisir yes. Et donc je vais voir que tout ce que j'ai demandé, donc ici une database autonomous, 4 cœurs, interruptée, ici en haut, va se mettre à être déployée dans le cloud en parallèle. Donc si je regarde sur mon panel, on voit que j'ai une base de données ici qui est en train de se déployer. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, donc elle est en mode provisioning. Elle va évoluer comme ça, donc on va tout déployer pour vous sur des infrastructures Azure Data. Donc là, en l'occurrence, on est dans la région de Phoenix, aux US. En parallèle de ça, je vais vous montrer l'autre chose pendant que la base de données se provisionne, sur une base qui a été déjà pré-provisionnée et où l'ensemble des démos suivantes vont être réalisées. C'est-à-dire au niveau de la gestion, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que, en termes de développeur, je peux faire une fois que la base de données est provisionnée? Un certain nombre de choses vont évoluer, à savoir par exemple sur la connexion. Donc on est dans le cloud, on doit avoir un niveau de sécurité assez élevé. Et donc la première chose, c'est que tout ce qui est trafic entre les applications et la database sont chiffrés nativement. Donc on n'a pas le choix. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste aller télécharger ce qu'on appelle le wallet, qui va correspondre à un fichier zip, et qui va contenir l'ensemble des informations. Donc là, je vois le zip. L'ensemble des informations, c'est un peu petit, mais on a des fichiers de configuration, le SQLnet, des propriétés pour se connecter en Java, etc., etc. Et bien sûr, les clés de chiffrement qui sont gérées par le système autonomous. Ensuite, une fois que j'ai ça, donc ce wallet, c'est le premier accès pour pouvoir ensuite commencer à développer avec vos technologies préférées. Et ensuite, je peux aller dans la console. Donc, pour l'instant, la base de données est toujours en cours de déploiement. Et sur ce panel, sur cette console, je vais pouvoir avoir directement un certain nombre de métriques qui vont pouvoir me renseigner très vite, comme la consommation en termes de stockage, la consommation CPU en temps réel, le nombre de requêtes qui s'exécutent, les sessions, etc., etc. Au niveau de l'administration, je vais avoir un certain degré de latitude quand même, c'est-à-dire, par exemple, je vais pouvoir configurer ce qu'on appelle les database services, c'est-à-dire la quantité de ressources allouées à chaque connexion. Comprendre, est-ce que j'ai le droit d'utiliser plusieurs CPU en parallèle, beaucoup de mémoire, de faire tourner mes requêtes longtemps ou pas. Donc j'ai toute latitude de pouvoir modifier. Ici, j'ai 5 database services qui existent et que je vais pouvoir utiliser. Certains sont plus prioritaires que d'autres, comme par exemple Transactional Processing urgent. D'autres choses que je vais pouvoir faire ici, configurer le mot de passe bien sûr, retélécharger le wallet pourquoi pas, mais aussi télécharger tout ce qui est librairie et driver générique. C'est-à-dire qu'en un clic, vous avez accès à toutes les librairies pour pouvoir vous connecter en Python, les drivers Node.js, les drivers Java bien sûr, C, C++ et autres. Le dernier onglet ici, on va voir qu'on a accès à un autre outil qu'on va voir juste après, mais qu'on va pouvoir utiliser, c'est-à-dire qu'on a accès à des notebooks complètement intégrés. Donc ça, c'est des fonctionnalités directement accessibles dont on se resservira dans quelques instants aux développeurs. Le dernier exemple, c'est forcément toutes les autres opérations, comme l'arrêt de la base de données. Quand j'arrête ma base de données, je ne paye que le stockage et non pas les CPU associés. Je vais pouvoir également faire du scale-up, du scale-down et bien sûr gérer les backups. C'est-à-dire qu'automatiquement les backups sont schedulés. J'ai rien à faire, et si je veux, pour des raisons de compliance, je peux créer moi-même mes propres backups. Je ne vais pas le faire, mais si je voulais le faire, je pourrais par exemple exécuter une simple commande avec un curl. Donc ici c'est la version PowerShell.
le body en JSON très simple, je donne le nom du backup, l'identifiant, et j'ai plus qu'à lancer la commande. Ça te convient là? Moi, ça me paraît super. Donc, globalement, j'ai un environnement, je sais y accéder très facilement, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à développer, donc très bien. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de scale up, scale down. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que quand vous allez utiliser les bases de données en mode de production dans les entreprises, il y a des moments où on a des besoins qui sont plus ou moins élevés, évidemment. Quand on va faire une consolidation, par exemple, en fin de trimestre, c'est un peu plus consommateur que quand on va utiliser le système tous les jours d'une manière normale et nominale. Donc, du coup, c'est assez intéressant parce que le paiement à l'usage devient quelque chose de capital quand vous allez utiliser votre base de données et vous allez vraiment être, je veux dire, vous allez payer à la vraie capacité utilisée de la base de données. Tu peux me montrer ça un petit peu? Absolument. Donc là, pour les raisons de rapidité, parce qu'on ne dispose pas d'énormément de temps, et je vais plutôt me concentrer sur la dernière démo qui sera beaucoup plus intéressante, mais sur l'aspect effectivement important pour le développement et aussi pour la production. L'aspect scale up, scale down est tout à fait intéressant. Donc là, j'ai fait juste une capture accélérée de vidéo. Donc, je me suis servi de Swingbench, donc c'est un outil qui génère de la charge transactionnelle, ou data warehouse, et on voit en fait dans une colonne le nombre de transactions par seconde. Je passe de 2 à 16 CPU, et la charge derrière continue d'être exécutée. Donc on voit ici que le scaling est en progrès, et on voit aussi en bas à droite le coût engendré par la base de données Autonomous qui est déployée. 1 centime, pas cher. Depuis que ça a démarré. Donc dans cette colonne, vous voyez effectivement le nombre de transactions par seconde qui est aussi entre 400 et 500 transactions, et que pendant que l'opération de scale-up est en cours, vous avez toujours le même nombre de transactions. Forcément, à un moment, on a 16 CPU qui vont être ajoutés, donc 14 CPU qui vont être rajoutés à la base de l'Autonomous, et on va voir forcément donc, la charge transactionnelle qui va être beaucoup plus importante en termes de TPS. Donc là, on passe de 500 à peu près à environ 3000. Voilà. Et là, du coup, c'est un petit peu plus cher. Et c'est un petit peu plus cher, forcément. On paye vraiment l'usage. Et quand j'arrête, donc, je ne paye que le stockage. Voilà. Super, ça vous ne développez pas la nuit. Peut-être que vous développez la nuit, mais dans ce cas pas le jour. Pendant que vous êtes en vacances, vous arrêtez vos systèmes, et donc du coup, vous n'êtes pas facturé. Alors, c'est bon, j'ai mon système, il monte en charge, etc. Maintenant, il me faut des données. Il faut quand même que j'utilise et que je charge les données à l'intérieur de la base de données. C'est quoi les API? Comment on fait ce genre de choses? Donc, comme le schéma l'indique, ici en termes d'API, forcément, 41 ans plus tard, on a on couvre à peu près l'ensemble des technologies du marché. Mais rien de tel que des démos pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. La première tâche en tant que telle, quand on a une base de données provisionnée, c'est déjà de lui donner des données. Donc, les méthodes de chargement aujourd'hui dans le cloud sont plutôt basées sur des chargements traditionnels tels les exports-imports pour pouvoir alimenter ou faire migrer, faire du lift and shift de vos applications existantes, mais également pouvoir charger des gros volumes de fichiers. On va utiliser de l'object storage. Donc, qui connaît? C'est génial, c'est du stockage à profusion, c'est répliqué, c'est sécurisé. Et sur le cloud Oracle, vous pouvez créer donc, ce qu'on appelle des buckets, et dans ces buckets, vous allez pouvoir mettre des fichiers. Donc sur le bucket Analytics Data, j'ai chargé plusieurs types de fichiers, de l'open data, donc un style de données qui est assez connu, c'est la liste des crimes à Chicago qui ont été perpétrés depuis entre 2001 et 2017. Au format CSV, donc on a à peu près 1 giga 2, au format Parquet également, donc on gère Apache Parquet, plutôt orienté décisionnel en mode colonne, et aussi, on verra tout à l'heure, le temps qu'il faisait en parallèle pour pouvoir comparer l'activité des policiers et des arrestations par rapport au mauvais temps. Hyper intéressant. Néanmoins, ce qu'on peut déjà regarder, donc c'est la base de données précédemment, elle a été provisionnée presque, elle a juste un problème sur l'object storage policy qui existait déjà. Donc, elle est disponible et je peux commencer à l'utiliser.
Sur la base de données dont je vais me servir maintenant, donc, je vais pouvoir me connecter et récupérer un certain nombre d'éléments. Vous vous rappelez, j'ai ouvert tout à l'heure le notebook, donc je vais directement y aller. Et ça, c'est la première manière, je dirais, de vraiment appréhender les données dans une base de données. Si je regarde les notebooks, vous avez des exemples qui sont pré-utilisables dès que vous provisionnez votre base de données. Et ces notebooks donc, sont basés sur Zeppelin. Et vous allez pouvoir voir qu'on a géré le partage des notebooks pour tous les utilisateurs qui ont l'accès à la base de données. On va pouvoir exécuter soit des requêtes SQL, soit exécuter des scripts ou des procédures stockées SQL. Bien sûr, il y a des évolutions qui vont arriver très prochainement. Donc le notebook se charge et je vais agrandir un tout petit peu. Et donc l'intérêt des notebooks, c'est forcément de pouvoir, au-delà des données et des requêtes que je vais pouvoir exécuter, eh bien c'est de pouvoir avoir une restitution graphique. Vous vous rappelez le fichier Parquet dans l'Object Storage. Donc j'ai juste eu besoin de créer une table externe de cette manière-là. Et en exécutant ce code, je vais pouvoir aller lire les données au format page Parquet directement depuis mon notebook et en utilisant du SQL très simple. Donc là, les résultats sont déjà affichés, je le relance. Et voilà, j'ai accès à mes 6 millions de lignes. Un peu plus intéressant, comme je vous disais, l'aspect graphique, donc de pouvoir directement avoir différents types de restitution rapide pour analyser vos données. Également, comme le disait Alain, toutes les capacités des bases Oracle et des infrastructures sous-jacentes sont disponibles, donc vous pouvez par exemple commencer à compresser vos données ou les partitionner. L'intérêt ici, c'est clair, hein, c'est pouvoir économiser le stockage, mais également pour accélérer les performances. Donc par exemple, la liste des crimes de Chicago format CSV fait à peu près 1 giga 4 et tombe à 400 mégas, voire 200 mégas en fonction des taux de compression que vous pouvez atteindre. L'autre test, c'est en termes de performance, qu'est-ce qu'on peut atteindre sur ces quantités de données. Donc un exercice, somme toute ludique, mais bon, qu'on fait 5 minutes après on a compris, c'est de prendre ces données, de les dupliquer, de prendre ces 6 millions de lignes, d'atteindre 1 milliard 200 millions de lignes, voire 14 milliards de lignes, et voir la rapidité d'exécution des requêtes dessus. Donc là, je vais relancer la requête. Mais en gros, un scan de 1 milliard 200 millions de lignes sur les infrastructures d'autonomie de database, c'est quasiment instantané. Une seconde. Ah oui, la puissance de l'hexadata. Vous en bénéficiez nativement, vous n'avez rien à faire, c'est là, vous avez juste à l'utiliser. Donc en termes de développement, justement, on ne se pose pas de questions. Enfin, d'autres choses assez intéressantes, c'est la capacité de changer le format pour, par exemple, exporter des données au format JSON, par exemple. Donc ça, c'est la capacité juste du notebook. Si on va un peu plus loin, si tu me permets, Alain, donc on peut exécuter tout un tas de requêtes. Le langage Oracle est complètement disponible, mais aussi on peut aller exécuter des choses dans d'autres technologies, comme par exemple Node.js, donc petit sondage, qui utilise les bases Oracle avec Node.js. Est-ce que vous saviez que vous pouvez le faire pour les autres? Non. Vous pouvez le faire, on a les drivers, et ils sont open source. Donc si on se reconnecte sur un autre serveur rapidement, c'est très simple. Hop, j'ai mes exemples. Donc les drivers sont téléchargés avec le bundle, le client qu'on a vu tout à l'heure. Je peux faire par exemple des choses très simples comme tester la connexion, donc où l'on voit que c'est relativement simple et rapide. Mais également, on a des choses un peu plus intéressantes du style, dans Node.js, ok, on peut travailler avec des choses comme, peut-être un peu moins l'habitude, mais directement du SQL. Ici. Toute la puissance du SQL, vous pouvez même faire vos propres jointures, et je peux vous garantir qu'elles sont performantes. Mais on a des lignes en fait. Vous pouvez voir ici les résultats, c'est plutôt des choses autour de lignes de données.
Ce qu'on a rajouté dans le driver, c'est la capacité de transformer nativement en fait, les données en objets JSON directement. Donc, vous pouvez utiliser ces données nativement. Donc, c'est juste de la configuration au niveau des curseurs qui exécutent vos données. C'est-à-dire qu'il faut juste changer cette ligne. Et là, on va retourner des objets. Si j'exécute, voilà, on a le format JSON. Avec une jointure, et où on s'aperçoit qu'en croisant les données des crimes de Chicago et le temps qu'ils faisaient au même moment, bah, les policiers font beaucoup moins d'arrestations quand il neige, quand il pleut ou quand il y a du bruit. Le reste humain. Ça te va, non? C'est super. Alors, J'ai rien compris, mais c'est super. On a la même chose en Python, pour avoir ça après. Alors, on accède un petit peu, on a toutes les interfaces, toutes les API pour accéder à la base. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, développeurs. Par contre, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans la base de données. Je trouve qu'il faut revenir un petit peu sur des principes. C'est que la base de données Oracle, on appelle ça le multimodèle. Vous pouvez gérer n'importe quel type de données à l'intérieur, même des données externes, des tables externes, etc. Mais vous avez tout un loisir pour utiliser bien évidemment du relationnel. Hein. Elle a été créée pour ça, mais vous l'avez vu, du JSON, du mode en colonne avec des options comme in-memory, des cubes OLAP, des clés valeurs également, hein, des graphes, du spatial, tout ça est intégré à l'intérieur. Et je pense que tu vas peut-être nous en montrer un petit peu plus. Un petit peu plus, j'espère. On se connecte, on est en 4G, alors des fois on passe en 3G, on verra. Donc effectivement, comme tu disais Alain, et pour répéter un peu, quand vous déployez une base de données autonome, vous avez toutes les fonctionnalités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous héritez en fait de toutes ces capacités multimodèles à pouvoir gérer différents types de structures de données, mais également d'avoir à disposition tous les algorithmes associés pour pouvoir les traiter. Et donc, en discutant un peu avec des collègues, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut montrer sur l'aspect multimodèle dans le temps imparti qui soit relativement sexy? J'espère que ça va l'être. Donc, un cas d'usage de détection de fraude temps réel, basé sur des données vraiment complexes, à savoir les messages Swift bancaires. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Donc j'ai, dans une vie passée, été ce qu'on appelle aujourd'hui les full stack développeurs, plutôt côté back-end, bancaire, et donc je travaillais sur cet aspect de message bancaire Swift. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la tête d'un message bancaire pour faire ce qu'on appelle un paiement transfrontalier, donc entre deux pays, entre deux organismes bancaires dans deux pays différents. Ça m'a l'air de rien, ça ressemble à du JSON, mais ça dure 2 secondes la comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, ici on voit que moi je vais faire un transfert à Alain Scazola d'à peu près 60 000 euros. Super. 600 000 euros même, que tu me rendras après. Je sais pas. Et l'idée donc c'est que ce type de message c'est vraiment le plus simple. Il existe jusqu'à 900 types différents qui changent tous les ans, parce que les régulations, etc. Et certains de ces messages peuvent faire plusieurs kilooctets. Donc, un des aspects intéressants, c'est comment est-ce que je peux apporter ces messages-là à des utilisateurs BI et leurs outils préférés, à savoir travailler en ligne colonne avec des attributs. Donc, challenge accepté, le multimodèle à la rescousse. Et donc, en termes de démonstration, on va utiliser non seulement la base de données Autonomous, mais forcément aussi le code applicatif qui est déployé sur le cloud Oracle. Premier step, un générateur en Java qui lui va se servir d'un service qui s'appelle OCI Streaming, qui est basé en fait essentiellement sur du Kafka. Donc vous avez en infrastructure disponible du back-end Kafka. Et donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer le cluster Kafka. Donc je vais aller dans le menu Analytics Streaming. Je suis déjà amusé, vous allez en voir certains qui sont supprimés. Je vais créer mon cluster. Avec le bon nom, ça sera mieux. Voilà, je vais lui mettre 5 partitions. Et j'ai que ça à faire. Donc là, le provisioning est en cours. Et pendant ce temps-là, je vais prendre le temps de me connecter sur la partie génération. Donc c'est aléatoire, je ne suis pas branché sur le réseau Swift, rassurez-vous. Mais je vais directement aller sur la partie génération. Donc c'est du Java, il y a les jars. Et je me suis servi pour
dans le cadre de cette démo, donc, ça a duré le développement à peu près 15 jours avec uniquement quelques heures par jour pour pouvoir travailler dessus. Et l'idée, c'est que je me suis servi du SDK en fait, d'OCI, qui est disponible, qui est complètement open source. Est-ce que je retrouve le bon onglet? Voilà. Donc vous avez le SDK que vous pouvez télécharger. Il est mis à jour très régulièrement. Le Java SDK, il est sur GitHub et voilà, ça bouge très très vite. Donc pendant ce temps-là, je vais pouvoir me connecter. Est-ce que le cluster Kafka est créé? Il est opérationnel. Donc je vais générer aléatoirement des messages. Chaque point, c'est 800 messages générés par seconde. Ensuite, deuxième partie, il va falloir consommer ces messages. Donc d'un autre côté, je vais avoir une application Java qui elle, va être mon application de gestion de la fraude, que je vais pouvoir déployer dans le cadre de cette démo sur une VM sur le Cloud Oracle, mais je pourrais le déployer pour des problématiques de performance, de scale-up, de scale-out, sur du bare metal server, sur du Docker, sur du Kubernetes, voire, et ça je vais le tester très prochainement, sur toutes les capacités serverless que va nous fournir FN as a Service. Donc, je vais démarrer également le consommateur. Voilà. Et donc si on regarde en termes d'architecture ce que j'ai fait, donc là l'outil va se connecter d'une part à la queue, d'autre part à la base de données Oracle Autonomous, hein, et va utiliser pour ce faire une nouvelle API qu'on appelle SODA, Simple Oracle Data Access, et qui elle va être quelque chose que normalement vous devriez apprécier, c'est-à-dire si vous connaissez MongoDB, j'ose espérer que vous connaissez MongoDB, vous allez vous y retrouver parfaitement bien. Voilà le code pour pouvoir insérer dans une collection, Switch Collection, un document. Donc là, je génère l'objet JSON et je l'insère dans ma collection. Ni plus ni moins. Très rapide d'accès. On verra tout à l'heure l'API SODA pour Node.js, que récupérer un document unitaire, c'est tout aussi simple. Donc une fois que j'ai ingéré mes données, on va pouvoir faire des choses assez sympathiques, parce que je vous rappelle qu'on va faire de la détection de fraude. Donc j'ai des documents au format JSON dans la base. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser capacité multimodèle. La deuxième capacité du JSON, c'est de pouvoir faire exécuter dans la database, de pouvoir faire de la préparation, de l'apprentissage de modèles de machine learning, mais également de pouvoir faire du scoring. Donc j'ai les deux aspects qui sont déjà disponibles dans la base de données et avec tout un tas d'algorithmes qui sont déjà implémentés. Donc je me suis servi d'un truc classique, ça s'appelle le SVM, pour faire de l'anomaly detection. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça fait toute la préparation automatiquement. Et j'ai juste à fournir un jeu de test standard et le modèle va être créé. Je ne vais pas le refaire, on pourrait s'amuser juste après si ça vous intéresse. Mais il se crée très rapidement. Voilà, ça prend 4 secondes. Je vous montre juste un peu comment ça se passe. Ça, je vous montre après le truc. Donc, je crée une table de configuration qui va stocker des paramètres pour piloter finalement l'apprentissage du modèle. Je vais mettre, donc il y a 500 messages JSON, je soumets à l'algorithme machine learning ce cas de test, apprentissage, donc c'est ça qui dure 4 secondes. Et ensuite, j'ai juste à utiliser des fonctions bien particulières, prédiction probability, qui va me retourner un nombre compris entre 0 et 1, donc le taux de confidence sur le fait que ce soit une anomalie qui a détecté dans le jeu d'essai. Donc on va se servir de plusieurs champs. Vous voyez ici ce qu'on appelle la dot notation pour aller parser des messages. Donc si ça ne vous parle pas, on prend quelques instants juste pour vous montrer en fait cet aspect-là, parce que c'est particulièrement intéressant. Je me reconnecte à la base. Voilà, je suis connecté. Donc voici ma connexion avec mes données JSON. Je vais limiter le nombre de lignes. Voilà. Là, je
jusque-là, ça ne vous donne pas grand-chose, mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la colonne JSON Document, dans laquelle on va avoir nos documents JSON. Comment je récupère les données champ par champ, etc., ou tableau par tableau, ou sous-objet par sous-objet. Et bien, j'ai utilisé ce qu'on appelle la dot notation, c'est un standard chez nous. Donc, par exemple, premier attribut message, JSON document, yes, ça marche pas mieux comme ça. Donc voici mes messages, les fameux messages qui sont insérés, eux, au format JSON. Donc en fait, l'outil fait la propre conversion de Swift à JSON. Et si on regarde en fait dans Kafka, qu'est-ce qu'on a? On a bien ces messages au format bancaire, tel qu'on les avait vu tout à l'heure. Ça, c'est du format bancaire. Et donc l'outil fait la conversion avant de l'insérer avec l'API Solar. Il récupère les champs, etc. Une fois que l'algorithme de machine learning donc, a été exécuté suite à un trigger, dès que j'insère mes données, je vais pouvoir récupérer la valeur et l'utiliser pour se servir cette fois-ci d'un autre service de CI, à savoir le service Notification. Donc ce service, c'est quoi? C'est j'ai des topics, j'y souscris et je communique des informations, donc en l'occurrence des mails, on peut faire des SMS. Et donc tout logiquement, je devrais avoir un certain nombre de messages qui m'arrivent dans la boîte mail depuis tout à l'heure pour m'avertir en temps réel qu'il y a des messages frauduleux, avec un certain nombre d'informations sur le montant, sur le pays d'origine et sur le taux de confidence, si c'est un message frauduleux ou non. Si je continue, donc rappelez-vous, j'ai des champs bancaires, je vais pouvoir les porter dans des outils BI. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les fonctionnalités cette fois-ci de sorte d'ETL dans la database, à savoir populer une table, très standard, avec cette fois-ci des colonnes à la place des attributs qui étaient en JSON précédemment. Une database ETL, ça veut dire quoi? C'est que toutes les 5 secondes, je gère les deltas et je les agrège et je les parse et je les mets dans une table. Ça me permet quoi d'être dans une table, d'utiliser d'autres fonctionnalités de la base Oracle multimodèle, à savoir l'indexation de champs secondaires, pour accélérer d'autres requêtes que vous verrez après. L'utilisation par exemple de la compression, l'utilisation des requêtes parallèles et aussi l'utilisation d'une fonctionnalité standard depuis quelques dizaines d'années, à savoir row level security. Qu'est-ce que c'est que row level security? Quand je fais une requête, en fonction de l'utilisateur connecté, je peux rajouter sans qu'il le sache des champs de filtrage. Donc en l'occurrence, je vais avoir tout à l'heure un utilisateur qui va voir que les messages bancaires en devise européenne. Sans qu'il le sache, il ne pourra pas avoir accès aux autres informations, aux messages en devise dollar ou autres, etc. Et donc ça, derrière pour le rendu final, technologie standard open source, Node.js, Express, application en React. Et donc vous allez pouvoir voir le résultat ici. Donc tout ça, ça tourne en temps réel. Et si je ne me suis pas trompé, vous pouvez voir les messages qui sont ingérés depuis le générateur, qui passent dans le CI, qui passent dans la collection JSON, qui sont mappés en table, qui sont ensuite utilisés via des API REST par le back-end, et récupérés en compte JSON dans React. Donc vous voyez les messages frauduleux en bas, environ 8000, les messages uniquement en devise européenne préfiltrés par row level security, et puis vous pouvez cliquer sur les messages pour pouvoir récupérer leur format JSON et faire ce que vous voulez avec. Bravo Loïc, ça mérite de le coder, parce que c'est 2 semaines de travail c'est ça la conclusion, c'est que cela ne m'a pris que 2 semaines. Et pendant ce temps-là, j'ai appris React, et Node, et Express. Voilà. Il est autonomous maintenant. Bien, alors ça c'est, vous avez vu ce qu'on peut faire un petit peu avec les data et tous les modèles pour YetCD. Moi ce que je vous propose, c'est, évidemment c'est un service, le service est payant, mais on va vous annoncer quelque chose, Patrick. Et surtout, vous avez aussi la capacité d'utiliser Oracle XE. Oracle XE, c'est disponible, vous allez sur notre site, vous le téléchargez. C'est une base de données Oracle pour les développeurs, c'est totalement gratuit, et tout ce que vous avez vu
aujourd'hui, dans l'heure, et ben c'est disponible avec cette version-là. Donc n'hésitez pas, vous pouvez démarrer, c'est totalement free et vous pouvez jouer. On commencer à développer un certain nombre de services, de fonctionnalités, etc. Et puis après, derrière, ce qu'on va faire, ou ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir tester dans Autonomous tous ces services d'indexation, etc., qui vont arriver très prochainement, et au moins la façon d'utiliser ce service. Et vous avez effectivement la capacité d'aller sur le cloud Oracle, à cette adresse, bit.ly, oraclecloud.fr, et vous allez pouvoir commencer à travailler sur celui-là.